Marseille, gare Saint-Charles. Lunettes sur la tête, sac en bandoulière. Fabrice et Christophe ressemblent à des touristes, mais ils ne sont pas venus prendre le train. Ces deux policiers sont en pleine filature. Ils surveillent cet homme en t-shirt et pantalon marron, spécialiste du vol de bagages. En fait, le mec, on l'a sur une affaire, il a déjà volé. Il a volé à la gare routière, celui que je disais qui avait le pantalon marron, bah c'est lui. Les caméras de la gare l'ont filmé une semaine plus tôt avec cette valise qu'il venait de dérober. Ce jour-là, il avait réussi à filer. Comme lui, ils sont une dizaine de voleurs de bagages à opérer régulièrement dans cette gare. Ce voyageur, assis avec son sac à ses pieds, n'a pas repéré le voleur près de lui, qui glisse discrètement son pied dans la lanière du bagage. En quelques minutes, le sac de voyage est à portée de main. Le voleur repart tranquillement avec son butin. Sa victime ne s'est rendu compte de rien. Fabrice et Christophe connaissent bien ces délinquants. La plupart sont récidivistes, comme celui qu'ils ont aujourd'hui dans leur ligne de mire. Et fais attention, il doit être par là, là. De toute façon, on va le prendre n'importe quand, mais bon, on peut faire un flag, c'est mieux. Le voleur en marron s'est assis au milieu des voyageurs. Il va sans doute passer à l'action. On va se terrer, on va se cacher tranquillou, on va laisser le collègue à la caméra faire. Pour ne pas se faire repérer, il travaille avec l'équipe de vidéosurveillance. Les caméras sont dirigées depuis le commissariat situé au sein même de la gare. Les policiers sont en liaison permanente. Ouais, donc c'est bon, je le vois. Lui tout en marrant. Ça y est, il commence à se tourner sur le... Il se tourne sur la victime. Une personne âgée avec une chemise bleue. Le jeune homme semble s'intéresser au sac de l'homme en bleu. Pendant une dizaine de minutes, il va doucement le faire glisser jusqu'à lui. Ça risque de partir la courroie, donc... Alors, dès qu'il bouge, on y va. Par chance, le voyageur se lève et s'en va avec son bagage accroché à l'épaule. Mais quelques minutes plus tard, le voleur présumé repasse à l'action. Il chauffe bien. Il hésite quand même. Cette fois, ce qui l'intéresse, c'est cette sacoche rouge qui contient un ordinateur. Il tend le bras, il ne va pas jusqu'au bout de son geste, mais cela va suffire aux policiers. Les images de la vidéosurveillance prouvent les tentatives de vol. Allez, ça se casse. Fabrice et Christophe l'interpellent à la sortie de la gare. Il va être immédiatement conduit au commissariat pour être auditionné. La tentative de vol est aussi sévèrement punie par la loi que le vol lui-même. Le jeune homme est multirécidiviste, il risque la prison. Le code pénal prévoit que même si tu tentes de voler, c'est quand même un délit. Parce que tu as été empêché par nous, mais c'est quand même un délit. Le fait de commencer un délit, c'est un délit. Tu comprends? C'est punissable. C'est pas vu, pas pris. Tu comprends? Le jeune homme affirme avoir 17 ans et venir d'Irak. Il serait sans papier et sans domicile fixe. Mettez-vous à ma place. Je peux pas travailler, je demande un travail, il me dit il faut que tu aies les papiers pour travailler. Donc des fois, c'est serré. Vous voyez, monsieur, j'ai pas d'aide, j'ai rien du tout, moi. C'est vrai que j'ai touché sa sacoche. Dans la gare, Christophe est allé chercher la victime à la sacoche rouge. Un touriste roumain qui attendait un train pour rentrer chez lui. On m'avait mis en garde sur cette ville. Que c'est une ville dangereuse et particulièrement la gare. Les policiers montrent les images de vidéosurveillance à la victime. Ils ont besoin de sa plainte pour ouvrir une procédure pour tentative de vol. Je n'avais rien vu. Oui, je vais le faire. Le délinquant sera présenté en comparution immédiate dès le lendemain. Il écopera de 6 mois de prison ferme. La gare Saint-Charles doit redevenir la vitrine de la ville. Fraude, escroquerie, arnaque. Chaque année,
Plus de 250 000 Français sont victimes de ces abus. En hausse régulière depuis plus de 10 ans, les chiffres des abus de confiance ou des escroqueries sont alarmants. Donc là, on cherche 300 000 € en espèces. Vice caché, arnaque au compteur ou arnaque à l'épave, le secteur automobile d'occasion est un terrain privilégié pour les escrocs. Nous avons suivi l'enquête du GIR de Poitiers pour faire tomber les propriétaires crapuleux d'un garage automobile. C'est peut-être 10 000 € qui s'envolent, hein. Déjà connu pour des faits de violence avec arme, Très connu ce monsieur, violence volontaire avec menace d'une arme. Ah, il a un sacré pédigré. ces dangereux individus auraient détourné 4 millions d'euros en 3 ans. Il y a pas mal d'argent qui rentre. On a quand même déjà des belles sommes. Hein. Planques, des centres de police musclés, garde à vue, perquisition. Et il y a un problème aussi de salariés non déclarés. C'est pas mon salarié, Il est à qui alors? Les enquêteurs du GIR vont mettre en œuvre de gros moyens pour placer ces escrocs sous les verrous. Restez couchés à terre. À l'autre bout de la France, Marseille, avec 20 000 gardes à vue en 2021 et plus de 60 000 crimes et délits. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te restes là. Allez, démonte. Elle serait la première ville de France en termes de délinquance. S'il y a une forte prégnance des affaires de stupéfiants, les forces de l'ordre font aussi face à des escrocs en tout genre. Un délit où tu m'as vu arrêter quelque chose? Nous avons suivi le quotidien de Patrick, policier au commissariat de Noailles. Il va devoir gérer entre affaires de vol à l'arraché, J'ai pas besoin des vidéos pour que tu ailles en prison. trafic de bagages et pickpocket en bande organisée. Donc tu passes en garde à vue. Donc pendant 2 jours, ça va pas être un moment de plaisir pour toi. Les forces de l'ordre face aux escrocs. Immersion au cœur d'une lutte de tous les instants. En France, il y a un secteur qui est dans le collimateur des forces de l'ordre. Celui de la vente automobile, une poule aux œufs d'or pour les nouveaux rois de la magouille. En ligne de mire des services antifraude, les garagistes spécialisés dans les véhicules d'occasion. Des établissements comme on en trouve souvent près des grands axes partout en France. Accès facile, transactions rapides, vous pouvez y vendre votre voiture ou en acheter une nouvelle en quelques minutes seulement. Nous sommes près de Châtellerault, dans le centre de la France. C'est ici, dans cette région d'habitude plutôt tranquille, que commence notre nouvelle histoire. Tout est parti d'une lettre anonyme, une bonne vieille recette pour dénoncer les agissements de son voisin. Cette lettre a été envoyée à la gendarmerie locale. Qui c'est qui a la lettre là tu m'as parlé hier, Fred? Ça y est, là. Ok, merci. C'est le maréchal des logis-chefs Thierry qui s'est occupé de ce courrier. Monsieur, je désirerais vous informer sur des personnes peu scrupuleuses qui travaillent dans votre secteur. C'est le garage. Dans sa lettre, le Corbeau se plaint d'un garage spécialisé dans la vente de voitures d'occasion. Fraude multiple, virement à l'étranger, travail dissimulé, les accusations sont graves. Comment des personnes qui sont RMistes peuvent posséder autant de biens? Et le cerveau, c'est lui qui possède les fonds. Il fait du tort à et profite indûment des aides de la société. Il est RMiste, mais roule en 4x4 et autres véhicules que je ne pourrai jamais me payer. J'espère que vous ferez sauter cette crapule et tous ces biens acquis de manière illicite. Merci. La plupart des lettres anonymes ne sont que des tissus de calomnie sans intérêt. Mais cette fois, le délateur donne une série de détails qui intriguent Thierry. Celui qui a écrit ce texte est bien renseigné. Elle est très précise. Il y a des noms, il y a le numéro de sirette d'une société, on parle d'argent, la personne semble bien connaître les protagonistes hein, de la lettre. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'il est certainement proche ou qu'il les connaît bien et que ce dont il parle doit être vrai. Pour en avoir le cœur net, Thierry se connecte au registre du commerce. Puis il cherche à identifier tous les salariés de la société. Et la surprise, la liste est vide. C'est comme ça, il n'y a aucune déclaration de fait. Et il y a des gens qui travaillent sur place? A priori, il y a des gens qui travaillent sur place. Hein. On parle d'un mécano là dans le courrier, on parle d'un mécanicien, on parle d'un autre, on parle de 2 personnes déjà. Donc effectivement, oui, il y a des gens qui travaillent. Dans la foulée,
Thierry vérifie le casier judiciaire de celui que la lettre présente comme le cerveau. L'homme aurait manifestement un lourd passif. Ah oui, enlèvement, séquestration, blanchiment, importation non autorisée de stupéfiants, recel. Très connu ce monsieur, violence volontaire avec menace d'une arme. Ah, il a un sacré pédigré. Même constat pour les 2 autres individus mentionnés dans la lettre. Quel que soit leur rôle exact dans la société, ce ne sont visiblement pas des enfants de cœur. C'est suffisant pour justifier une visite sur place. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-bas? Pour l'instant, des véhicules, le nombre de véhicules en vente ou pas. Et surtout, voir si effectivement, comme dans la lettre, il y a la présence d'ouvriers non déclarés. Voilà, faut que ce soit la base de départ et d'ores et déjà, on aura une infraction au travail dissimulé. Aux abords de l'entreprise, pas question de sortir de la voiture avec notre caméra. Vu le profil des suspects, Thierry ne veut prendre aucun risque. Heureusement, il va pouvoir s'installer dans un entrepôt situé à quelques dizaines de mètres en amont, de l'autre côté de la route. C'est là qu'il va établir sa planque. Avec son matériel photo, il espère pouvoir comprendre comment fonctionne l'établissement et surtout déterminer combien de personnes y travaillent. À peine installé, Thierry remarque un individu vêtu d'une combinaison de travail qui s'active autour d'une grosse cylindrée. Qui est cet homme? Mystère. Seule certitude, alors que le garage n'a officiellement aucun salarié, son attitude ressemble à s'y méprendre à celle d'un mécanicien. Quelqu'un qui soulève un capot de voiture, qui prend une clé et qui démonte une partie ou un élément d'un moteur. Le gars il est là pour travailler, surtout quand il a les mains bien noires. Il n'est pas là pour acheter une voiture. La suspicion de travail dissimulé se précise, mais l'attention de Thierry est bientôt attirée par des clients qui s'intéressent aux voitures d'occasion. Curieusement, aucun vendeur ne se présente pour les conseiller et au bout d'un quart d'heure, ils repartent bredouille. C'est peut-être 10 000 € qui s'envolent, surtout à la période actuelle où il n'y a pas beaucoup d'argent. Je pense qu'ils sont comme tout le monde. S'ils pouvaient vendre une voiture aujourd'hui, ça pourrait être intéressant pour eux. En tout cas, il n'y a pas tellement d'attitude du bon vendeur qui au moins observe un petit peu ce que les gens font sur le site et pour pouvoir préparer son discours. 2 des gérants présumés dénoncés dans la lettre étaient pourtant présents au même moment. Pourquoi n'ont-ils pas réagi à l'arrivée des clients? Impossible de le savoir. Mais la scène intrigue beaucoup notre enquêteur. Quelle que soit l'explication, il en sait assez pour prendre la lettre anonyme au sérieux. Travail dissimulé, trafic de voitures volées, chiffre d'affaires maquillé, à ce stade, toutes les hypothèses sont possibles. Il va donc falloir les vérifier une par une. Mais pour ça, Thierry va avoir besoin d'aide. Quelques jours plus tard, il se rend à la gendarmerie de Poitiers pour solliciter l'appui du GIR, le groupement interrégional, une unité spécialisée dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Elle réunit des gendarmes, des policiers, des enquêteurs financiers et même des douaniers. On a reçu une lettre anonyme qui nous parle d'un garage sur qui ferait du travail dissimulé tout simplement. Factures, chiffre d'affaires, relevés bancaires et même avis d'imposition. En France, le GIR est le seul service qui a accès à tous nos petits secrets sans exception. Une force de frappe qui va permettre au major d'Alain et à ses hommes de découvrir la plus grosse escroquerie de l'année dans la région. Les enquêteurs du GIR ont récupéré auprès des banques tous les relevés de compte des gérants. En les épluchant minutieusement, ils ont découvert qu'ils ont encaissé des sommes considérables, des sommes en grande partie non déclarées auprès des organismes sociaux et du fisc. Une immense fraude. Tiens, tu viens voir, Christian? Donc là, j'ai commencé à rentrer les comptes bancaires. Donc il y a pas mal d'argent qui rentre. On a quand même déjà des belles sommes.
Alors voyons. On trouve déjà énormément de remises de chèques, des sommes rondes, des sommes relativement importantes qui vont de, en gros, 2 000 € jusqu'à 12 000 €, 3 400 €, 4 500, 1 000 €, 3 900, 3 800, 4 800, 4 000, et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Hein. Selon les enquêteurs, le détournement serait de 4 millions d'euros en 3 ans. Pour ne pas éveiller les soupçons, les gérants ont déclaré 10% de cette somme. Une escroquerie aussi énorme, du jamais vu ici. En fait, ils dissimulent le chiffre d'affaires, ou autrement dit, les recettes de l'entreprise. Ils ne les déclarent pas aux finances publiques. Si l'affaire est exceptionnelle, c'est parce qu'elle réunirait fraude fiscale et fraude sociale. Plus de 3 600 000 € n'auraient tout simplement pas été déclarés à l'URSSAF et aux finances publiques. Et les suspects auraient en plus arnaqué le Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale en percevant le RSA. Des indices supplémentaires pour les hommes du GIR. Concernant, si on s'en tient à la dernière année 2011, à 10 000 € de revenus versés par Pôle emploi, alors que sur la même année, en février 2011, il a créé une entreprise individuelle de négoce de voitures. Il est propriétaire d'une maison. Il a acheté le terrain en 2010. D'accord. Pour un prix disons, qui avoisine 60 000 €. Et il a fait construire une maison dessus. D'accord. Indéniablement, les revenus connus et déclarés ne permettent pas d'assurer un enrichissement comme celui-là. Pour le parquet de Poitiers, les faits sont suffisamment graves pour ordonner sans attendre l'interpellation simultanée des suspects. Compte tenu du casier judiciaire des gérants et de leur passé criminel, notamment pour violence avec arme, les forces de l'ordre mobilisent plus de 110 personnes sur l'opération. Une première équipe se rend dans une zone pavillonnaire pour procéder à l'arrestation du gérant de droit, c'est-à-dire le responsable officiel du garage. Dans le même temps, au cœur de la ville, une seconde unité d'élite doit interpeller d'autres suspects, parmi lesquels les 2 hommes soupçonnés d'être les vrais patrons du garage. L'un d'eux a déjà été condamné pour enlèvement, trafic de stupéfiants, blanchiment et violence volontaire avec arme. Ils sont donc considérés comme très dangereux. Les équipes se positionnent dans un silence total devant la porte de chaque domicile et à 6 heures précises du matin, l'heure légale, l'assaut est donné. Le premier appartement, celui du suspect le plus violent, est défendu par une imposante porte blindée. Fais à droite. Allez. Fais à droite. Première chambre. Tu vois. Allez. Ah, ok, on sort. Allez, on continue. Placard à gauche. Rentre. Lève le truc. Ok. Ok, placard. Lève le truc. Placard. À l'intérieur, personne. En fait, l'individu recherché sera interpellé par une autre équipe un peu plus tard dans la journée. Non loin de là, au domicile de l'autre suspect, considéré comme dangereux, les gendarmes vont avoir plus de chance. Allez. À gauche. Restez couchés à terre. À terre. Au sol. Tournez-vous. C'est comment votre nom, monsieur? Vous êtes le père? Ok, Seb. Cet homme est donc le père de l'individu recherché qui, lui, se trouve dans la pièce d'à côté. Une fois le suspect maîtrisé, les gendarmes tentent immédiatement de rassurer sa femme et ses enfants, impressionnés par l'assaut. Madame, venez vous occuper des enfants. Venez. Oui. Mon beau-père, il est là, il a avec son fils. D'accord. Est-ce que vous voulez... Ok. Votre mari vous expliquera, les enquêteurs aussi. Ne vous inquiétez pas, madame. Si vous voulez donner à manger ou à boire aux enfants, vous les emmenez dans la cuisine, il n'y a pas de souci. Ok, interpellé, sécurisé. 2 hommes, une femme, 2 enfants. Il y a le père de l'interpellé.
Mais ce matin-là, c'est au domicile du gérant de droit, considéré comme l'homme de paille de l'arnaque supposée, que les gendarmes vont faire leur plus belle prise. Comme tous les individus interpellés ce matin, le gérant est aussitôt placé en garde à vue. C'est sa femme qui doit être dans les cheveux. Ouais. Donc il est 6 heures, vous êtes passé en garde à vue pour le motif suivant, travail dissimulé. Ouais, tu vas avec. Alors on va vous expliquer tout ça. Donc, ce sont les motifs qui nous permettent de vous passer en garde à vue. Ça vous procure des droits. Vous avez droit à prévenir un membre de votre famille. Vous êtes accompagné ici? Oui, il y a ma femme. Donc on va prévenir votre épouse. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. Vous souhaiterez un avocat? Oui. Vous allez y réfléchir. On va remplir un imprimé ensemble. Donc vous aurez droit au cours de vos auditions de faire des déclarations, de vous taire. Et souhaitez-vous un examen médical? Non. Non? Si on peut vous permettre, on s'installe pour écrire. L'homme n'oppose pas de résistance et ne manifeste aucune colère. Il est sous le choc. La surprise est totale. Signez par ici, s'il vous plaît. Signez ici. Une fois la garde à vue notifiée, la perquisition du domicile peut commencer. C'est le major Dalin lui-même qui supervise l'opération. Il y a votre sacoche quelque part là? C'est à vous ça? Bon, on va regarder dedans. Une fouille méthodique commence sous les yeux du gérant et de sa femme de plus en plus inquiète. On n'est pas des criminels! Mais il carré pas les coordonnées, vous avez les coordonnées de votre avocat. Son mari réussit à la calmer, mais le travail des enquêteurs du GIR le met mal à l'aise. Oui. Ça ne dérange pas si je mange. Pardon? Ça ne dérange pas si je mange. Si vous mangez? Non, si je mange. Oui, effectivement, vous transpirez. Qu'est-ce que vous avez? Je me répète. Vous voulez prendre quelque chose? Sur le canapé. Oui, vous pouvez vous allonger si vous voulez, mais oui. À peine allongé, le suspect est sommé de se relever. L'un des gendarmes vient de faire une découverte très compromettante. Allez, venez là, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon? D'accord. Tiroir. Stéphane. Il y a combien dedans? Sur cette enveloppe, remplie de liquide, des numéros d'immatriculation qui correspondent à des ventes de véhicules probablement non déclarées. Le décompte commence immédiatement devant le suspect qui semble être en pleine crise d'angoisse. Bilan, plus de 7 900 € en petites coupures. Les enquêteurs pensent que cette somme correspond aux commissions touchées par le gérant pour sa complicité dans l'arnaque. Il va devoir s'expliquer sur la présence d'un tel pactole chez lui, car ce n'est pas fini. Il y a deux autres enveloppes là, avec des espèces. Au total, les économies du suspect s'élèvent à 11 700 €. Une pièce à conviction qui vient s'ajouter à tous les autres documents saisis: bulletin de paye, assurance, déclaration du Pôle emploi, feuille d'impôt, passeport et même des preuves de transfert de fonds réguliers à destination du Maroc. On va juste regarder dans les pièces, là, les chambres, tout ça. Après, on va dehors et après, on s'occupe des véhicules. Les enquêteurs se dirigent maintenant vers le bureau pour y saisir l'ordinateur du suspect. Un suspect qui commence à peine à reprendre ses esprits mais qui n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. T'as vu là où où aller? Ils sont volés mes véhicules? Non, c'est pas ça. Comment ça se révole? Là, escroquerie, ça veut dire que bon, il y a eu des problèmes sur les véhicules vendus. La plus grosse partie, c'est le travail légal, c'est-à-dire le fait de ne pas déclarer tout son chiffre d'affaires. Et il y a un problème aussi de salariés non déclarés. C'est pas mon salarié, donc c'est pas le vôtre? Non, c'est pas le mien. Il est à qui alors? Bah, on verra ça par la suite. Ah, d'accord. D'accord. Je crois que c'est ça. Si le suspect paraît avoir retrouvé sa décontraction, il n'a absolument pas conscience de ce qu'il risque. À ses yeux, les faits reprochés ne sont que des broutilles. Il ne va pas tarder à déchanter. Car la journée ne fait que commencer. Pendant que ses complices sont entendus par la gendarmerie à Châtellerault,
Le gérant est emmené par les enquêteurs du GIR pour assister à la perquisition du garage. On va voir ce qu'on va trouver comme papier là-bas, comment c'est organisé là-bas déjà. Mais bon, mon avis, là, ce qu'il avait là, c'est plus son activité occulte, c'est-à-dire ce qui passe pas vraiment par le garage, quoi. Si les enveloppes remplies de liquide renforcent la présomption de fraude, elles ne prouvent rien. Le GIR doit encore vérifier que cet argent provient de ventes de véhicules non déclarés. C'est pour ça qu'il doit saisir tous les documents administratifs du garage. Il faut juste voir dans le garage ce qu'il y a pour être sûr qu'il n'y ait personne ni rien. Il va falloir voir s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans? Personne qui dort dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Il n'y avait pas le mécano qui dormait dedans? Bah, pendant un temps, il dormait. Le gérant ne cherche même pas à nier. Grâce à leur planque, les gendarmes savent que le mécano non déclaré dort régulièrement sur place. Ce matin, il n'est donc pas là. En revanche, une autre surprise les attend. Les bureaux d'abord. Les bureaux. Juste devant les bureaux, 2 splendides scooters des mers d'une valeur de 16 000 €. Selon le gérant, ils appartiennent à ses complices présumés, de bien jolis jouets pour des allocataires du RSA. On va vérifier ça. Dans le bureau, les enquêteurs vont tout rafler, ordinateur compris. Mais le gros morceau de la journée, c'est la saisie des véhicules qui s'organisent déjà à l'extérieur. On avait envisagé 80-90 et on est sur pratiquement 100 voitures. Donc là, on va faire maintenant le travail de recensement officiel, retrouver les cartes grises, les clés et les numéroter. Mais avant de saisir les voitures, les gendarmes doivent vérifier qu'elles n'ont pas été volées ou trafiquées, puisqu'elles sont bien en état de rouler. Dernière vérification indispensable avant d'évacuer les véhicules, la détection éventuelle de produits stupéfiants. Comme 2 des complices présumés ont déjà été mêlés à des affaires de drogue, les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Allez, bon. La recherche de stupéfiants ne donne rien, même dans les locaux. Dehors, la saisie se termine par le placement des voitures sous scellé. Si les prévenus sont reconnus coupables, elles seront confisquées puis revendues aux enchères. Perte sèche pour le gérant et ses complices présumés, 327 000 € pour l'ensemble du parc. Je sais pas s'il va tenir. Tu colles au pare-brise là, puis. Voilà, allez, zou, circulez. Une perspective qui semble donner des sueurs froides aux suspects. Le coup de ça dure combien de temps? Pardon? Ça dure combien de temps dans le coup comme ça? 6 mois, 8 mois. 6 mois? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a dans 6 mois, quoi. Les voitures? Ouais. Si vous les récupérez? Il y a eu des gens qui ont fait pire que ça. Ils les ont récupérés. Justice, après nous ça ne nous concerne pas. Nous on fait notre travail. Ah, nous c'est notre domaine, c'est ça. Après c'est le procureur de la République qui va décider des suites à donner. Hein. Nous après ça ne nous concerne plus. La tension monte encore d'un cran lorsque le suspect apprend l'arrivée du procureur sur le site. Oh, écoute, c'est là faut que je te dise, tu ne filmes pas moi. Je filme. La présence du procureur prouve que l'affaire est importante. Il a demandé à entendre le suspect sans attendre. Et ça, ce n'est pas bon signe. C'est ça la comptable, les documents là, c'est quoi? C'est les... C'est les déclarations de cession. Déclaration de cession. Et vous faites vous avez un registre de police? Oui. Il est à jour? Non. Ah, et voilà. Ça commence bien. Si vous le tenez, pourquoi vous ne le tenez pas à jour? On était débordé. Vous n'étiez pas débordé par les déclarations fiscales? Je pense pas. Après 10 mois d'enquête, certains points restent à éclaircir, et notamment la fonction exacte des protagonistes. Il est jamais là, il vient pas là ici, Très rarement. Très rarement. Il ne peut dire rarement, il n'a pas les bons droits. Il vient pas sur le parc non plus? Rarement aussi. Et quand il vient, qui c'est qui commande? C'est lui ou c'est vous? Hein? Vous savez très bien pourquoi vous me posez ces questions. C'est très bien. Moi je commande rien moi ici. Ah, voilà. Je commande rien moi ici. Donc c'est bien ce que je dis, ils sont gérants, ils sont autant gérants que vous quoi. C'est ça. Et c'est eux qui commandent un peu la boutique quoi. Fais ci, fais ça, vends comme ci, vends comme ça.
donne-moi les sous, me donne pas les sous. Ça, ils doivent pas le dire souvent, ça. C'est plutôt donne-moi les sous, hein, à mon avis. Ils doivent surveiller la caisse, tout ça. Hein. Non? Ils doivent avoir l'œil, hein, quand même. Hein. Parce que c'est... On a trouvé un fusil à pompe, à canoncier, quand même. Alors, je sais pas, oui. Ça fait bizarre pour un gérant, d'un associé de vente de voitures. Ouais, un fusil à pompe à canoncier, ouais. Et quand les gens viennent et qu'ils achètent une voiture et qu'ils vous payent en liquide, vous mettez tout sur le compte ou il y en a un petit peu qui reste un peu? Ah, vous investissez en liquide, vous achetez des voitures en liquide. D'accord, vous les vendez en liquide, mais vous ne gardez pas d'argent liquide avec vous? Si, un peu quand même, là, parce qu'on en a retrouvé. Bah oui, très peu, mais enfin quand même, chez vous, on a retrouvé 11 000 €, vous dites c'est très peu ça. Pour vous, c'est très peu, alors qu'est-ce que ça doit être? C'est beaucoup alors. Ce jeu du chat et de la souris dure de longues minutes. Le suspect ne semble toujours pas réaliser les risques qu'il a pris en acceptant d'être le gérant de cette affaire. Et le procureur prend un malin plaisir à lui rappeler. Le chiffre d'affaires 2013, 699 822 €. Ça marche pas mal, hein, quand même. Hein. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur votre compte bancaire de gérant. Et je crois pas que vous avez déclaré tout ça. Hein. On va regarder, de toute façon, vos déclarations de tout ça. Alors, ça fait beaucoup de chiffres d'affaires pas déclarés, ça ressemble à du travail dissimulé, quoi. Si on dissimule un dixième ou un vingtième des recettes, bon, mais quand on en dissimule les 2/3 ou les 3/4, là ça devient du travail dissimulé, monsieur. Et c'est le gérant, donc c'est vous qui signez les déclarations, c'est vous qui êtes le responsable juridique, donc c'est à vous qu'on s'adresse. Faites attention parce que c'est vous le gérant, hein, c'est sur vous que c'est vous le numéro 1 dans le truc. Hein. Le procureur est arrivé à ses fins. Le suspect est complètement déstabilisé. Il est prêt pour être interrogé par les gendarmes. Je vais prolonger votre garde à vue de 24 heures. Et puis voilà, vous allez vous expliquer avec les gendarmes. Alors que la saisie des voitures se termine, un long marathon d'auditions commence pour le gérant et ses acolytes. Leur magouille présumée pour échapper aux taxes et à l'impôt risque de leur coûter cher. Jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Sans compter la confiscation de toutes les voitures ainsi que de l'argent trouvé chez eux et sur leur compte bancaire. Des peines auxquelles viendraient s'ajouter les remboursements et les pénalités fixées par les finances publiques et les organismes sociaux qu'ils ont arnaqués. Quelques jours plus tard, retour à Marseille. Ce matin, au commissariat de Noailles, Patrick et ses collègues traquent un individu qui vole des cartes de crédit aux personnes âgées. En perquisition, on va essayer de retrouver tous les objets qu'il a achetés avec les cartes bleues volées. En l'occurrence, c'est souvent des habits de sport, puisqu'il a écumé tout le quartier en achat. Il s'agit de cet homme au t-shirt rayé. Il fait semblant de retirer de l'argent. On ne la voit pas sur l'image, mais au distributeur d'à côté, une femme de 81 ans tape son code secret. Le voleur présumé jette un coup d'œil rapide. Il a mémorisé les 4 chiffres et suit sa victime à distance dans les transports en commun. Dans le tramway, il passe à l'action et lui subtilise son portefeuille. Quelques instants plus tard, il retire 500 € avec la carte de la vieille dame. Grâce à ces vidéos, la police a assez d'éléments pour aller l'interpeller au matin à son domicile. Bonjour, c'est la police. Police. Bonjour. C'est le service de police. Oui, après on va s'habiller pour l'instant. Attends, j'ai mis... Ici, regarde-moi. Ici, c'est pas toi qui décide. Donc pour nous, tu es un voleur. Tu voles les mamies dans le métro. Donc tu es passé en garde à vue. Ça peut durer 24 heures, voire 48 heures. Voilà, donc pendant 2 jours, ça va pas être un moment de plaisir pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc les faits que je te reproche, c'est entre le 23 et le 25 août. D'accord? Ce n'est pas ce que confirme son passeport. Non, non. Il n'y a absolument rien sur ton passeport qui montre que tu n'étais pas en France. Donc il va falloir que tu changes de discours déjà. Hein? Et tu verras que tu vas changer de discours. Lors de la perquisition, les policiers découvrent les vêtements que portait le pickpocket présumé sur les vidéos. La casquette blanche
et le t-shirt à rayures. C'est toi ou c'est pas toi? Ah, bah alors tu t'es pas en Algérie. Alors que l'homme vit officiellement du RSA, il trouve aussi de nombreux habits de marque et saisit un téléviseur haut de gamme acheté récemment. Le RSA c'est quoi, 450 € par mois? Tu vois que tu as une garde-robe qui est bien fournie pour 450 € par mois. D'accord, tu as des chaussures déjà à plus de 200 €. Tu as plusieurs paires. Tu as des marques. Tu as un train de vie, vraiment très élevé par rapport au fait que tu gagnes 450 € par mois. C'est bizarre, non? L'homme, d'une soixantaine d'années, a bien du mal à se justifier. Mais il ne veut pas avouer les vols. Au commissariat, il affirme même que ce n'est pas lui que l'on voit sur les photos. Alors, est-ce que tu te reconnais là? Et comme déjà tu me prends pour un con. Non, c'est que je te prends pour un con. Je suis rentré, je te dis que j'ai les vidéos, que le 25 et le 23 tu es là, c'est toi. Tu voles des vieilles. Non, je vole pas des vieilles. Oui, la preuve, quel âge elle a la mamie? Elle a 81 ans. C'est pas vieux à 81 ans? C'est vieux, ouais. Voilà, mais tu devrais avoir honte. Tu aimerais qu'on vole ta grand-mère? C'est pas moi. C'est pas toi. Mais tu verras quand tu vas prendre les mois ou les années de prison, tu verras que ça va être toi. Que le procureur va voir que c'est toi, parce qu'on le voit sur la vidéo que c'est toi. Déjà condamné pour les mêmes raisons il y a 2 ans, cette fois, le voleur de carte de crédit écopera de 12 mois de prison ferme. À Marseille, ce type de délit commence à diminuer grâce à la prévention, mais surtout à la répression. Ce jour-là, au commissariat de Noailles, les policiers enquêtent sur 2 vols à l'arraché qui viennent de se produire dans le métro. Filmés par la vidéosurveillance, ils auraient été commis par la même personne, une femme. Patrick, le brigadier chef, mène les investigations. Ça, c'est le vol à Castellane et à Noailles. Ah ben, on va regarder ça, on va regarder si c'est intéressant. Donc là, on a réceptionné les images du vol à l'arraché de la gourmette et du collier en or, donc on va voir ce que ça donne. Donc l'auteur, c'est cette jeune femme là. Patrick la connaît bien, elle a déjà un casier judiciaire bien rempli. C'est une jeune femme qui est en état de récidive illégale, puisqu'elle sort de prison, elle avait pris 8 mois sur la dernière affaire pour laquelle nous l'avions mis en garde à vue, c'était un vol à l'arraché de téléphone portable. Donc là, elle risque plusieurs années de prison. À 14 h, le policier reçoit la première victime, une étudiante de 23 ans, accompagnée de sa mère. Alors vous avez été victime d'un vol de gourmette, c'est ça? La fille, elle s'est assise à côté de moi dans le métro et quand la sonnerie a retenti pour que les portes se referment, elle est vite partie avec du coup mon poignet un peu dans la main et elle m'a arraché la gourmette en partant. Tout ce vol, c'est ça qui fait peur. La jeune fille a apporté une photo de sa gourmette. Elle servira de preuve aux policiers à condition bien sûr de mettre la main sur la voleuse. Voilà, donc vous trouvez à l'intérieur. Oui, là je suis un peu paumée à ce moment-là. D'accord. On va regarder quelques vidéos. Patrick montre les vidéos à la jeune fille. Il veut s'assurer que la personne qu'il suspecte est bien celle qui commet les vols. Voilà, donc on la voit. Elle prend la fuite en courant. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, ouais. c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr à 100%? Les cheveux en queue de cheval, c'est sûr, je la reconnais, ouais. C'est sûr? Ouais, ouais. Cette jeune fille à queue de cheval, nous l'appellerons Nina. Elle va rentrer dans un wagon et choisir sa victime. Il n'y a pas encore de caméra dans les rames du métro marseillais. Nous ne verrons donc pas les images du vol. Mais quelques secondes avant la fermeture des portes, on voit Nina s'enfuir en courant. Elle vient d'arracher la gourmette en or. L'étudiante sort du wagon hébétée. Nina, elle, est déjà loin. Dix minutes plus tard, à la station Noailles, Nina s'enfuit d'une rame en courant. Cette fois, elle vient d'arracher une chaîne en or à ce jeune homme qui la poursuit. Mais la jeune arracheuse manque d'assurance et après quelques minutes, essoufflée, elle interrompt sa course. Le jeune homme parvient à acculer Nina dans un coin. Il l'oblige à lui restituer sa chaîne en or. Il est lui aussi venu porter plainte au commissariat. Bon, j'ai commencé un peu à m'énerver, à me dire qu'elle me rende ma chaîne, tout ça. J'ai rien fait, j'ai pas touché ni rien, j'ai pas levé la main.
Voilà, j'ai senti que j'étais énervé, que je sais pas, peut-être eu peur ou quoi, donc tiens, je voulais rendre sa chaîne, je m'attendais pas. Du coup, on me dit, tiens, tourne-toi, je vais te rendre ta chaîne. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'elle avait planqué dans son soutif. Du coup, elle me sort la chaîne. Quand elle a sorti ta chaîne, il n'y avait pas que ta chaîne. Ah, il y avait une gourmette aussi, j'ai vu, qui n'était pas la mienne évidemment, donc je me suis dit, elle a dû le voler déjà à quelqu'un. À peine les victimes entendues, Patrick reçoit l'appel d'une de ses équipes sur le terrain. Ils ont j'ai des membres de mon groupe là, qui étaient en patrouille. Et en fait, le hasard a voulu qu'ils tombent sur l'auteur des vols de collier. Donc ils viennent de l'interpeller à l'instant, donc on va y aller, on va les récupérer. Les policiers ont arrêté Nina. Ils l'ont reconnue grâce aux images de vidéosurveillance. On y va ? Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas interpellée en flagrant délit de vol. Je pense qu'il y a peu de chances qu'elle ait encore les bijoux, d'autant qu'elle a été prise dans un magasin en train de faire des achats, donc ça nous laisse penser qu'elle a peut-être déjà revendu les bijoux. Ça va, doucement, tu peux m'enfuir, ça va. Ouais, ça va, rentre. Doucement, arrête de crier. Oh les gars, Voilà donc Nina, l'arracheuse présumée de bijoux. Oh, j'ai rien fait, qu'est-ce que vous avez embarqué à blanc? Elle a changé de vêtements et les policiers qui l'ont interpellée n'ont rien trouvé sur elle. Âgée de 18 ans, la jeune fille vient de faire 8 mois de prison et a encore 10 mois de sursis. Une nouvelle condamnation peut entraîner une peine très lourde, mais elle ne semble pas vraiment en avoir conscience. Tu t'en fous quoi? Ouais, je m'en fous complètement. Et de retourner en prison, tu t'en fous? Ouais, je m'en fous complètement. C'est la vie. C'est les risques du métier. Et bon, là, j'ai rien fait. Et ton métier, c'est quoi alors? Moi? Ouais. Mon métier? Voleuse? Non, je suis pas voleuse. Face aux policiers, Nina ne se démonte pas. La jeune fille est maligne et semble bien connaître la procédure. Flagrant délit, où tu m'as vu arrêter quelque chose? Tu as une vidéo à me montrer arracher un truc ou quoi? Ça montrera demain. 18h06, on est au domicile du mis en cause, on va effectuer une perquisition. La jeune fille vit chez sa mère. Les policiers vont perquisitionner pour retrouver les objets volés. Vous êtes sa maman? Oui, je suis ça. D'accord, ok. On peut se voir à part tous les deux, je vous explique un peu la situation? Allez, c'est bon, allez, venez. Je sais pas où, je pense pas que je suis... La fouille ne va durer que quelques minutes. Merci, c'est gentil. Les policiers en ressortent satisfaits. Sortez. On a retrouvé au domicile du mis en cause les vêtements qu'elle portait au moment des deux vols, à savoir le survêtement bleu qu'elle portait, ainsi que le t-shirt gris et le haut de survêtement qu'elle portait au moment du vol que la victime a formellement reconnu. Voilà, évidemment on n'a pas retrouvé le butin au domicile, ça aurait été trop beau. Pas de bijoux, mais c'est largement suffisant pour placer la jeune fille en garde à vue. Son audition est prévue demain. Une longue nuit commence. Si cette gare est aussi prisée des voleurs, c'est qu'aux alentours, toute une filière s'est mise en place pour écouler le contenu des sacs dérobés aux voyageurs. Avec cette valise remplie de vêtements de marque, d'une tablette numérique et caméra digitale, nous allons tenter une expérience. Nous nous rendons à 2 stations de métro de la gare Saint-Charles, dans le quartier Noailles, réputé pour être un repère de receleurs. Nous sommes en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous entrons en contact avec 2 jeunes. Nous prétendons avoir trouvé cette valise sur le quai de la gare. Tiens, Zach. Toi qui connais le marché, mon frère. Non, dis-moi, frère, j'irai pas te mentir, t'as vu, j'ai trouvé une valise. Il y a 2-3 trucs dessus. Elle m'a dit, ouais, vas-y, viens au marché de et tu prends 20 trucs. C'est où que ça se passe? Viens, vas-y, viens avec moi. Ils semblent tout de suite très intéressés par notre trouvaille. Par souci de discrétion, ils nous demandent de les accompagner à l'écart, au cas où la police patrouillerait sur le secteur. Doucement. 2 objets attirent immédiatement leur attention, notre tablette et notre caméscope numérique. 2 objets qui peuvent facilement se revendre au marché noir à des prix intéressants. Mais les 2 jeunes ne sont que des intermédiaires. Ils n'achètent pas directement les marchandises, ils opèrent pour le compte d'un reseller. Ils nous demandent maintenant de les suivre à quelques rues de là. Particulièrement prudents,
Ils savent que les caméras de la ville pourraient observer nos déplacements. Ils nous conduisent alors dans un hall d'immeuble à l'abri des regards. Et se montrent aussi très attirés par les vêtements que nous transportons. Ils peuvent en tirer un bon prix au marché noir. Au bout de quelques minutes, le receleur arrive. Surprise. Cette femme d'une quarantaine d'années tient un commerce qui a pignon sur rue dans le quartier, mais fait aussi dans la revente d'objets volés. Moi, le tout, la valise, moi je voulais entre 400 et 500 euros. À Marseille, c'est moins cher. Hein. La femme semble bien connaître les prix du marché local. Elle tente de négocier avec nous. 200 euros? Ça 200 euros? Ouais. Tu me laisses 100 euros, je te le donne tout de suite. Combien? 100 euros. 100 euros, elle te donne maintenant. Ah ouais. Tu es gagnant sur le bon Dieu. Je préfère voir à côté. Ben, ça va, ben repasse et après je préfère voir à côté. Ouais. Nous prétextons avoir d'autres acheteurs. La commerçante recelleuse ne se démonte pas. Elle cherche aussi des produits plus féminins. Il n'y a pas d'autre chose pour femmes que des parfums. Vous avez des parfums? Et si vous voulez venir pour vendre, venez pour rentrer le... Voilà, ouais, ça m'a quoi que ce soit, j'arrive, tu toques juste, tu as vu où je t'ai fait montrer? Je préfère que je vienne voir toi. Au pire, tu viens voir moi. D'accord? Bon, ça se trouve, je reviens, d'accord? Merci. Si à Marseille, le recel se porte bien, c'est que les produits volés sont faciles à écouler sur les nombreux marchés aux puces de la ville. Comme celui de la Porte d'Aix, les habitués le surnomment le marché aux voleurs. Il serait en partie alimenté par les valises dérobées à la gare Saint-Charles. Ça, c'est comme quoi Retour au commissariat de Noailles. Nina, la petite arracheuse de bijoux du métro, a passé la nuit en garde à vue. Il est 9 h du matin. Patrick va commencer son audition. Tu la fumes tranquille, ensuite on débute l'audition. Avant de la présenter au juge, Patrick va tenter d'obtenir des aveux. Quel âge tu as? 18 ans? Oui, 18 ans. Alors il faudra à un moment donné que tu arrêtes de faire des conneries. Hein. Le jour où tu me donnes ma paye, j'arrête de faire des conneries. Non, mais moi la paye, tu vois, personne ne me l'a donnée, je vais la gagner aussi. Donc il faut que tu fasses pareil. Je peux trouver le travail, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Eh ben, tu crois que c'est une raison pour agresser? Tu as 3 millions de chômeurs, tu crois que les 3 millions ils vont agresser des gens pour avoir de l'argent? Ils vont pas tous agresser. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc tu en garde à vue depuis hier pour deux vols. Un arraché de gourmette à Castellane et un arraché de collier à Noailles. J'ai agressé personne encore. D'accord, tu as agressé personne. Alors comment tu expliques que deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se trouvent à 2 stations de métro différentes, à 10 minutes d'intervalle, te désignent comme étant l'auteur de l'arraché de leurs bijoux? C'est quoi? C'est le hasard? Tu n'as pas de chance? Il a dû se faire arracher pour de vrai. Et comme j'ai couru, ils ont dû dire que c'est moi, mais c'est pas moi qui les ai arrachés. Parce que si j'arrache quelqu'un, j'arrache pas dans le métro. Et en plus, j'ai arrêté d'arracher ça fait longtemps. Le policier va confronter Nina aux images de vidéosurveillance. D'accord, métro Castellane. Tu vas regarder, tu vas me dire. Il y a quelqu'un qui sort en courant là. Là. Ouais, c'est moi. C'est toi? Ouais. Pourquoi tu cours comme ça? Parce que j'allais rater le métro. Tu as bien raté le métro? J'allais rater le métro. Tu es pressé? Et ouais, j'étais pressé. C'est pas des preuves voir quelqu'un courir. Hein. Mais les vidéos, elles montrent rien du tout. Je me montre une vidéo où je l'ai arraché. Et là, je te dirais, oui, je l'ai arraché, mais je l'ai pas arraché. Parce que je me rappelle pas pour arracher. Les vidéos, c'est un plus. Mais j'ai pas besoin des vidéos pour que tu ailles en prison. D'accord? Nina connaît bien la procédure. Il n'y a aucune image d'elle en train de voler. Patrick n'a pas encore de preuves suffisantes. Vous avez regardé bien, vous allez trouver que c'est qu'il a arraché. Vous avez des caméras, c'est votre problème. Si tu penses que tu peux t'en sortir avec ce que tu racontes là, je peux te promettre que tu vas prendre le double de ce que le procureur t'aurait mis si tu avais dit la vérité. Hein. Mais c'est pas grave, voilà. Moi je dis la vérité là. Si vous mettez le double, c'est pas normal parce que je dis la vérité. Tu es une menteuse, il n'y a pas de souci. Le policier a encore un atout pour confondre la jeune fille. Il a organisé un tapissage. Nina s'aligne avec 3 jeunes femmes brunes comme elle. Les victimes des vols à l'arraché ont été convoquées pour reconnaître formellement leur agresseur. L'étudiante à la gourmette passe la première. Alors, vous allez regarder, ils sont 4. Ouais. Vous allez voir si vous reconnaissez votre agresseur. Ouais. Et si c'est le cas, vous me donnez le numéro. D'accord? Allez. Bon, allez. C'est la 4. La 4? Ouais. Bon, c'est positif. Parfait, ça va. Allez, je vais te mettre là, allez, 2 secondes. Puis c'est au tour du jeune homme qui s'est fait arracher sa chaîne en or. Tu regardes, vas-y. Ouais, c'est bon, je la reconnais, c'est la 4, je suis certain. La 4? Ouais. Tu es formel? Certain, formel. Bon, ben c'est parfait, hein. C'est celle qui t'a agressé, il n'y a aucun souci. Donc la numéro 4. Parfait.
La vidéosurveillance prouve la présence de Nina sur les lieux des vols. Les témoignages des victimes sont concordants. Patrick a tous les éléments pour boucler le dossier. Sous le coup d'une condamnation avec sursis au moment des vols, elle écopera d'une peine de 2 ans de prison ferme. Deux étages plus bas, un pickpocket agressif donne du fil à retordre aux policiers. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te restes là. Allez, démonte-moi. Il fait partie d'une bande qui sévit aux abords de la gare. Les policiers les ont surnommés les karatés. Ces bandes volent leurs victimes en simulant une prise de karaté. Deux complices, en t-shirt bleu et bermuda noire, abordent de façon sympathique les passants qui sortent d'une boîte de nuit un peu éméchée. Le voleur en bermuda repère le smartphone dans la poche arrière de sa victime, l'homme à la chemise blanche. Sur le ton de la plaisanterie, il prétend qu'il va lui montrer une prise de karaté. Il lui donne de petits coups sur la jambe pour détourner l'attention de sa victime. En quelques secondes, il subtilise le téléphone portable qu'il a repéré. Le voleur prend le temps de s'assurer que c'est un modèle de valeur, puis il prend la fuite sur le scooter d'un complice. Direction sa prochaine victime. C'est des bandes qui sont organisées, hein, puisqu'on voit qu'il y en a un qui détourne l'attention, un second qui vole le portable, et un troisième qui vient le récupérer avec le scooter. Dans le couloir, l'homme s'est calmé. Il fait partie de la bande. Patrick l'a déjà arrêté plusieurs fois et il l'a reconnu sur cette vidéo. On va faire un petit zoom. Ce soir-là, l'homme était tout de noir vêtu. Donc on voit déjà l'auteur qui est là, qui est déjà sur la victime. Prise karaté, on passe la jambe entre les jambes de la victime et pendant ce temps, on fouille les poches. Allez go, c'est parti. Le lendemain, après une nuit en cellule de dégrisement, c'est l'heure de l'interrogatoire. Bonjour maître. Lors de ses prises de karaté, le jeune homme subtilisait les cartes bleues de ses victimes. Il a été reconnu sur les vidéos. Là, il est filmé, on le voit derrière la victime. Après karaté avec la victime, il lui prend la carte bleue, reconnue formellement par la victime. Ensuite, il descend à la banque rue d'Afso. Ça te remémore des choses. Tu descends à la banque rue d'Afso et ensuite à l'épicerie, il essaie de faire 325 € d'achat d'alcool. Durant son interrogatoire, le jeune homme ne dira pas un mot. De carte bancaire avec usage frauduleux à l'issue. Tu veux demander conseil à ton avocat ou tu veux prendre la décision tout seul? Tu veux garder le silence? Tu vois. Donc en gros, ce soir, tu vas dormir ici. Demain matin, tu vas aller au palais de justice. Allez, je vais vous raccompagner. Devant le juge, arguant une instabilité mentale, son avocate obtiendra le transfert du jeune homme en hôpital psychiatrique. Fraude, escroquerie ou simplement vol à la tire, les chiffres de cette délinquance sont en pleine augmentation. On comptait 13% de plus pour les vols à la tire en 2019 par rapport à 2018. En 2021, les escroqueries auraient fait perdre plus de 500 millions aux Français, soit une augmentation de 85% par rapport à l'année précédente.